Voilà, bah, merci d'être là. Donc, a priori, donc, tout fonctionne et je vous propose de commencer et travailler en fait la question de l'éducation comparée en Europe aujourd'hui, puisque je pense que le temps est limité. Alors, bah, l'introduction évidemment est destinée aux étudiants de Defray ou futurs étudiants de Defray, puisque le cours, ce qu'on appelle l'activité d'apprentissage éducation comparée, est un cours facultatif qui se donne en bac 3 et seuls les étudiants qui vont effectuer un stage à l'étranger peuvent s'y inscrire. Voilà, donc c'était une des obligations. Après, le cours évidemment est ouvert, hein, tous les étudiants en fait peuvent le suivre, mais ne sera pas validé, puisque c'est la règle propre à notre école. Alors, quelques mots par rapport quand même à l'international pour les sections d'enseignement, puisque c'est un peu l'occasion d'en parler. Donc, à Defray, nous organisons des stages à l'étranger dans toutes les sections, donc sections d'enseignement, les sections éducateurs et orthopédagogie. Et en tout cas, pour les sections d'enseignement, il est question de partir que 3 semaines ou un mois, sauf exception, mais nous, on n'a pas encore eu l'occasion de le tester. Nous proposons plusieurs destinations, la France, la Finlande, le Togo, la Louisiane, le Québec, la Serbie. Nous sommes toujours ouverts à d'autres propositions. En fait, il s'agit de faire une collaboration, un partenariat avec une université et l'université partenaire, en fait, place les étudiants pour un stage. Voilà. L'année prochaine, on a déjà donc des étudiants qui vont partir. On a un étudiant pour le Togo, un étudiant pour la Finlande, un étudiant pour le Québec et un pour la Louisiane. Et donc ces étudiants-là vont suivre cette AA, éducation comparée. Alors, le cours d'éducation comparée, finalement, ce n'est que quelques heures. Je pense que c'est 8 heures, 8 heures en classe. Et l'idée, c'est ben, déjà de savoir en quoi consiste l'éducation comparée et finalement comment nous pouvons comparer les systèmes éducatifs entre eux, quels sont les critères et les indicateurs qui vont entrer en jeu pour y arriver. Donc, par exemple, l'année dernière, on a comparé le système finlandais et le système québécois, puisque c'était ces deux destinations qui avaient été choisies par nos derniers étudiants. Nous essayons de les caractériser et nous essayons aussi finalement de déterminer les variables des processus éducatifs qui peuvent impacter un système éducatif ainsi que d'autres critères sur lesquels nous allons revenir un peu plus tard. Il y a évidemment plusieurs objectifs à se poser ces questions, mais l'objectif principal, c'est d'amener nos étudiants à mener une analyse critique et constructive lorsqu'ils sont en train d'effectuer un stage à l'étranger, puisque quand ils reviennent, eh bien, ils doivent comparer le système éducatif belge francophone et le système éducatif qu'ils ont découvert. Alors, après, il faut bien vous dire que nos étudiants, quand ils découvrent une réalité, c'est une réalité parmi d'autres, hein, puisque 3 semaines, 4 semaines dans une école, ben voilà, ce n'est jamais la réalité de l'ensemble d'un territoire national, d'un pays. Voilà. Alors, finalement, qu'est-ce que l'éducation comparée? En soi, la définition n'est pas très compliquée, elle va de soi, puisque c'est comparer les systèmes entre eux. Donc, c'est une réflexion comparée par rapport au système. Et donc, pour y arriver, nous devons connaître les différences et les points communs entre les systèmes différents.
Donc ça, c'est la base théorique. Évidemment, pour pouvoir comprendre cette base, il faut ajouter donc toutes ces variables et ces critères et indicateurs dont je vous ai parlé et qu'on va déterminer ensemble par la suite. Alors, si nous voulons essayer de définir davantage ce concept d'éducation comparée, eh bien, il faut souvent rechercher des textes plutôt au niveau politique, sociologique. Il est rare de trouver des textes vraiment pédagogiques qui abordent cette question, puisque l'éducation comparée permet souvent, en fait, pour des raisons politiques, de comparer donc les systèmes comme par exemple PISA. Alors, il y a un auteur français qui a beaucoup travaillé la question. Il s'agit de Pierre Laderière, qui a été consultant très longtemps pour le ministère de l'Éducation nationale en France et il travaille toujours pour le CDE. Alors, lui, il dit finalement, l'éducation comparée, c'est une fertilisation croisée des bonnes idées et des innovations qu'on va trouver dans chaque système éducatif. Et finalement, au total, ce sera le croisement entre les bonnes idées qui ont bien fonctionné et les échecs des uns et des autres. D'ailleurs, quand on analyse les systèmes éducatifs, on trouve parfois des idées qui ont été prises ailleurs. Mais il n'est pas question au final de prendre juste une idée ailleurs si nous ne la remettons pas en contexte et si nous n'analysons pas davantage donc, tous ces critères, indicateurs et variables. Alors, finalement, pour l'Europe, puisqu'aujourd'hui on n'aura pas vraiment le temps d'aborder l'international dans son sens propre, d'autant plus que le temps est limité, finalement, que peut apporter l'éducation comparée à l'Europe? On l'a dit, déjà des questions politiques, des questions de budget, hein, on a pas mal le Conseil d'Europe, la Commission européenne travaille pas mal dessus, et ça permet évidemment pas mal de recherche en éducation. Alors, il y a des pays qui sont a priori plus performants par rapport à ces recherches. On cite souvent le Québec. Alors, si je reprends à nouveau un texte de Pierre Lardière, l'idée c'est que l'éducation comparée ne peut pas se limiter aux sciences humaines et aux sciences sociales, puisqu'il ne faut jamais oublier que derrière un système éducatif, a priori, il y a toujours des présupposés idéologiques et politiques et que donc un système éducatif n'est jamais totalement neutre ou objectif. Et donc ça, c'est important pour qu'on puisse bien comprendre un système et qu'on puisse le comparer sur des critères objectivables. Alors, dans ce sens, on peut dire qu'un système éducatif est toujours engagé. Alors, on peut aussi se dire que nous, enseignants, formateurs, futurs enseignants, pourraient rendre finalement ces systèmes éducatifs plus objectifs. Ou en tout cas plus objectifs si nous admettons de prendre en compte des variables telles que le contexte culturel. Ça, nous y reviendrons. Voilà. Alors, finalement, on doit nous dépasser le rôle politique, le rôle d'un ministère. Et donc, il faut prendre en compte, en considération, plusieurs éléments. Alors, le premier élément majeur est évidemment la communication. Alors, je vais à chaque fois essayer d'exemplifier chaque élément, puisque j'arriverai jamais à tous les théoriser. Bien, la communication en général, eh bien, quand nos étudiants partent en Finlande, à chaque fois ils disent la communication en classe avec les élèves n'est pas toujours simple, puisque la Finlande, c'est généralement des personnes très calmes, très pudiques. Ils ne sont pas très avenants. Et donc ça va jouer évidemment sur certaines compétences comme l'oralité. Alors,
il y a aussi, pour intégrer un système éducatif et pour pouvoir le comparer à un autre, la capacité à se synchroniser. Alors, se synchroniser dans ce contexte, ça signifie adopter le mode de communication de l'interlocuteur. Et ça, à nouveau, ce n'est pas aussi simple. Si nous prenons par exemple un stage au Togo, eh bien, vous savez qu'au Togo, les châtiments corporels sont toujours d'actualité, sont toujours de mise. Bon, alors évidemment, entre un système éducatif où on châtie, on bat encore les enfants, et un système où il y a une bienveillance, évidemment, encore un critère qui ne rend pas très objectivable finalement les résultats. Alors, il y a évidemment aussi l'empathie. Alors, dans certains pays, notamment les pays nordiques, au Danemark, en Norvège, en Finlande de plus en plus et en Islande, on enseigne même l'empathie. Donc là aussi, il faut voir quel impact l'empathie va avoir sur des résultats scolaires et donc sur un système éducatif. Et évidemment, puisqu'on a dit qu'il y avait à chaque fois une réflexion politique derrière chaque système éducatif, eh bien, il faut prendre également en compte les valeurs que véhicule un État. Et ça, par exemple en Belgique, vous savez notamment qu'on les retrouve dans le décret mission. Tous ces éléments-là additionnés vont nous amener à réfléchir, avec notamment nos étudiants en éducation comparée, à la communication interculturelle. Puisqu'il faut amener, avant de partir à un stage à l'étranger, il faut amener nos étudiants à prendre conscience de ces éléments et de se dire, voilà, ces éléments vont m'amener à faire face à une nouvelle culture, je vais donc devoir m'approprier des outils de communication interculturelle pour faire face, d'une part, à un choc culturel éventuel et d'autre part, à des préjugés et des stéréotypes. Alors, si nous poursuivons notre réflexion, je l'ai dit au départ, il faut également ajouter ce qu'on appelle des variables du système éducatif. Alors, il existe plusieurs variables et vous allez voir comme elles sont importantes aussi pour comprendre parfois certains résultats d'enquête, notamment PISA. Alors, il y a d'abord ce qu'on appelle la variable de présage. Alors, la variable de présage, ça concerne en fait les enseignants en eux-mêmes et comment ils sont chacun prédisposés à agir dans un sens plutôt qu'à un autre. Concrètement, ça signifie quoi? Eh bien, quand on analyse cette variable de présage, on va prendre en compte l'âge de l'enseignant, où il a été formé, ses traits de caractère, ou par exemple pour les instituteurs primaires, quelle discipline avec laquelle il est plus à l'aise, etc., etc. Ça, on sait aussi que si nous avons pendant une scolarité un instituteur qui est plus à l'aise, par exemple, avec des notions scientifiques, peut-être qu'à côté de ça, les compétences langagières ne vont pas être travaillées tout aussi bien. Donc ça peut quand même jouer. Deuxième type de variable, il s'agit des variables contextuelles. Alors, les variables contextuelles, c'est tout ce qui va caractériser les élèves, donc leur capacité, leur mémoire, leur personnalité, leur capacité à être en groupe, à parler tout seul, etc., etc. Et de même qu'en fait, ce qui concerne la classe et le système scolaire en lui-même. Est-ce qu'il y a le redoublement, pas le redoublement? La classe en elle-même, quel est son environnement? Petite classe, grande classe, petite école, grande école, etc. Troisième type de variable, il s'agit des variables de processus. Alors, les variables de processus, c'est tout ce qui concerne les comportements. Je vous rappelle que les comportements, c'est tout ce qu'on peut enregistrer et observer chez un être, dans ce cas-ci humain, mais vivant au sens plus large. Donc, comportements liés aux enseignants et aux enfants, aux étudiants selon le niveau d'enseignement. Donc finalement, c'est tout ce qui va survenir en classe, qu'on va pas pouvoir forcément anticiper, et donc au sens plus large, c'est ce qui va concerner toutes les facettes d'une activité d'enseignement. Et enfin,
La quatrième variable est la variable de produit. Et donc ça, ce sont tous les changements qui se sont opérés chez les élèves suite à son implication dans les activités scolaires. Donc notamment sa motivation. Et donc là, on pourrait citer plusieurs théories liées à la motivation. Voilà. Donc, une fois qu'on a tous ces éléments, en tout cas en classe, une fois qu'on les a déterminés, caractérisés et compris, eh bien, de là, nos étudiants, nous essayons donc de comparer les systèmes éducatifs avec toutes les informations que nous pouvons trouver. Donc, on fait ce travail avant le stage à l'étranger et nous faisons également ce stage, évidemment, au retour, puisque ce qu'ils ont observé va s'ajouter à ce qu'ils ont pu découvrir avant. Alors, je vais faire l'exercice pour l'Europe, puisque c'était le sujet de la mini-conférence d'aujourd'hui. Plusieurs auteurs, bon alors vous savez que parfois il y a débat, mais en tout cas la plupart des auteurs en pédagogie qui travaillent sur les systèmes éducatifs mettent en avant en Europe 4 types de systèmes éducatifs. Alors le premier, c'est celui qu'on met souvent en avant, c'est le type scandinave. Et souvent, ce type scandinave, on va d'ailleurs l'appeler l'école unique. Alors, l'idée de l'école unique, déjà, c'est de promouvoir l'égalité. Une meilleure égalité des chances, un même enseignant pour tous, pas de redoublement, un tronc commun jusqu'à l'âge de 15-16 ans. Et donc, l'idée, c'est que chaque élève va dans un même lieu recevoir un même enseignement. Et c'est vrai qu'on a pas mal d'étudiants qui sont déjà partis effectuer un stage en Finlande. Et souvent, ils nous disent, oui, effectivement, ça paraît comme ça. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de visiter notamment le lycée franco-finlandais à Helsinki. Et quand vous discutez avec les enseignants, vous voyez même qu'on essaye de mettre les enfants et les enseignants quasi sur le même pied d'égalité. On ne sent pas vraiment la hiérarchie. Les infrastructures sont pensées pour que ça se passe comme ça. Il y a un vrai partage, même entre les enfants dès la maternelle. On les mobilise dans des projets. Donc, par exemple, en maternelle, pour le spectacle de fin d'année, eh bien, ce sont les enfants, en tout cas en troisième maternelle, première primaire, qui vont déjà créer les décors. On va les amener à choisir les chansons, à répéter ensemble, etc. Donc, en fait, dès le départ, ils sont mobilisés dans toutes les tâches. C'est un système aussi qui essaye de réduire les inégalités. Par exemple, les inégalités de genre. Donc, filles et garçons. En primaire, ils apprennent à faire les courses, ils apprennent à faire les plats de base pour se débrouiller, ils apprennent à scier, à mettre un clou dans le mur, etc., etc., sans distinguer le genre. Donc, vous voyez que dès le départ, c'est pour ça qu'on appelle ça une école unique, c'est que tout le monde est censé avancer en même temps, de la même manière. Peu importe vos origines, peu importe le genre, peu importe d'où vous venez, voilà. Et normalement, c'est garanti dans l'ensemble du territoire. Alors, évidemment, dit comme ça, on pourrait imaginer que c'est un système parfait. Ce qui est certain, c'est un système performant. Il suffit d'aller lire, évidemment, le résultat. Mais on entend au retour de nos étudiants d'un stage en Finlande, évidemment, la perfection n'existe pas, vous en doutez. Et donc, souvent, ce qu'ils mettent comme bémol en avant, c'est même s'il y a une volonté de mobiliser les élèves ensemble, par éducation et par la culture, en fait, ils ont quand même un peu du mal à, entre guillemets, coopérer. Après, c'est quand même équilibré par le fait, encore un autre exemple concret pour ce système unique, quand les enfants ont besoin d'une remédiation, les remédiations ne se donnent pas après les cours comme en Belgique ou sur les temps de midi. En fait, en Finlande, il y a des enseignants qui sont spécialisés, donc c'est les études qu'ils ont suivies, sont spécialisés en orthopédagogie
Et donc, parfois en journée, ils viennent chercher pendant 1 heure l'élève en difficulté dans une autre classe et les cours se donnent en parallèle. Donc l'idée vraiment, c'est jamais qu'ils se sentent moindres. Donc ça, c'est quand même important. Alors, le deuxième type éducatif en Europe, c'est le type anglo-saxon. Donc, c'est ce qu'on va appeler l'école polyvalente. Donc, ça, c'est tout ce qui concerne les pays Angleterre, Écosse, Pays de Galles, Irlande, etc. Et donc, là, par contre, il n'y a pas d'unification. C'est pratiquement l'opposé de la Finlande. Et d'ailleurs, le système en lui-même est déjà très disparate. Ben, déjà par votre milieu socio-économique. Donc, pour beaucoup d'auteurs, c'est le système qui a le plus d'inégalités en Europe. Alors, troisième système, c'est le système germanique. Donc, c'est un système donc on va retrouver donc en Allemagne, en Autriche, au Luxembourg, aux Pays-Bas. Et donc, c'est un système qui travaille et qui s'appuie quasi essentiellement sur les filières. Donc, là, on va réfléchir très tôt à l'orientation, vers où on va les guider. Mais c'est un système pour les filières qui est un peu mieux réfléchi qu'en Belgique, puisqu'en Belgique, on a une tendance, en tout cas dans l'enseignement secondaire, à guider les élèves très vite, par exemple vers des sections techniques professionnelles, parce qu'en gros, on ne sait plus bien où les mettre s'ils sont en difficulté, en échec, par exemple au premier degré. Or que dans le type germanique, bien les filières, c'est déjà réfléchi à l'école primaire. Pas qu'on va directement le mettre dans les filières, mais on va observer leur profil. Et il y a vraiment un suivi entre l'école primaire et secondaire. Donc on réfléchit vraiment à leurs points forts tout au long. Alors ensuite, donc il y a le type latin et méditerranéen. Et donc ça c'est un modèle finalement plutôt conciliant qui tend d'une part d'imiter le type scandinave, donc qui souhaite une même école avec des mêmes structures, des mêmes contenus. Mais à côté de ça, il y a également une partie du système britannique. Et donc là aussi, à nouveau, ils vont être entre deux. Et là aussi, c'est un système où il y a pas mal d'inégalités. Et en ce qui concerne la Belgique, eh bien, vous savez, on ne va pas y revenir, c'est un système très fortement inégalitaire et beaucoup d'auteurs placent généralement la Belgique dans le type germanique puisque notre système fonctionne notamment avec les filières. Voilà. Et donc nous arrivons déjà à la fin de cette mini-conférence puisque je pense qu'on avait même qu'un seul quart d'heure. Et donc, en ce qui me concerne, et je reviens à l'éducation comparée à Defray, vous voyez que c'est tout un travail, euh, pas seulement de comparaison, mais c'est surtout aussi une critique par rapport au système éducatif francophone en Belgique, en tout cas par rapport aux stages et aux expériences qu'ils ont vécues sur le terrain, notamment via les AFP. Et l'idée, en fait, c'est que quand ils sont diplômés, ils ont des outils supplémentaires qu'ils vont peut-être pouvoir bien utiliser, déposer sur le terrain, et ça leur permettra normalement aussi de mieux appréhender et de mieux analyser, par exemple, un article de journal qui critique le système éducatif en Belgique, qui permet d'être aussi critique quand on entend des nouvelles de la Finlande, du Québec, etc. Puisque, à nouveau, je le redis, aucun système n'est parfait. Mais évidemment, pour bien le comprendre, il faut prendre donc toutes ces variables en considération. Alors, si ça vous intéresse, si ce sujet vous intéresse en tout cas pour l'Europe, il existe un ouvrage qui commence à vieillir, mais franchement, pour partir d'une base et pour y réfléchir, il est intéressant, c'est celui-ci. Donc, l'éducation comparée à un outil pour l'Europe. Et donc, il y a Pierre Laderière et Francine Vaniscott. Et Francine Vaniscott, c'est vraiment quelqu'un qui a énormément travaillé sur ce sujet. En tout cas, en langue française, c'est quasi les deux seuls qui ont vraiment essayé d'aller au plus loin dans la réflexion. Ou sinon, eh bien, il faut lire soit
en anglais. Et là, forcément, il y a pas mal d'écrits, notamment au Québec et ou au Canada. Voilà. Alors, a-t-il des questions? Bien. Eh bien, s'il n'y a pas de questions, bah, je vous remercie tous pour votre participation. La première participation, voilà, d'une mini-conférence. J'en profite pour remercier Max Bienfait qui a eu cette idée. Évidemment, la HE2B de Fray qui permet toujours de nouveaux challenges. Et n'hésitez pas à faire de la publicité pour nos prochaines portes ouvertes et pour s'inscrire dans cette école, dans ce centre de formation. Ah, j'ai une question de Chloé Recourt. Alors, Chloé nous demande, l'orthopédagogie a-t-elle sa place en Belgique comme c'est le cas en Finlande? La formation est-elle similaire? Merci Christophe. Alors, pour répondre à la question de Chloé, la formation n'est pas du tout similaire. Alors, c'est-à-dire qu'en Finlande, pour être enseignant, il faut d'office faire un cursus universitaire. Euh, que, que tu veuilles enseigner en préscolaire, en primaire, en secondaire, à l'UNIF, tu passes par un cursus universitaire. Et il y a le principe des bacs et des masters. Le bac, bah, il est commun. Par contre, le master, il faut choisir. Soit tu veux devenir enseignante en orthopédagogie, donc tu es vraiment spécialisée pour même tous les niveaux d'enseignement, donc tu peux être engagée même dans le secondaire et faire le même travail. Et à côté de ça, bah, soit tu prends plutôt la filière entre guillemets traditionnelle qui te permet finalement de donner cours quasi que dans l'enseignement traditionnel. Donc déjà, tu vois que la formation est très différente puisqu'en Belgique, alors pour être enseignant, ben, soit tu choisis la formation professionnalisante comme nous proposons à Defray et tu fais une année de spécialisation en orthopédagogie. Alors maintenant, il était question d'une réforme pour les futurs enseignants, donc peut-être que là, les notions d'orthopédagogie vont être davantage ancrées et vont peut-être arriver plus vite. Et à l'université, il y a des modules en ortho, mais ce n'est pas comparable actuellement entre la formation en ortho en Finlande et la formation en ortho en Belgique. En Finlande, ils ont vraiment une sacrée longueur d'avance, puisqu'il faut savoir qu'en fait, en Finlande, dans les années 70, en réalité, ils sont arrivés en fait au bout de leur capacité. Donc, dans les années 70, en fait, le système finlandais était plutôt catastrophique, les résultats n'étaient pas bons. Et donc, dans les années 70, le ministère de l'Éducation a décidé de faire tout arrêter pendant 15 jours. Donc, il n'y a plus une seule école qui a fonctionné. Et ils ont réuni tous les enseignants, les directeurs, tous les acteurs de l'enseignant pour réfléchir à un système. Et en fait, le système que nous connaissons actuellement en Finlande est le système qu'ils ont pensé pendant cette coupure dans les années 70. Donc, parfois, bah, il vaut mieux voilà, s'arrêter et au lieu de parfois, comme on a ici, on veut mettre des nouveaux décrets, on veut installer de nouveaux pactes, etc. Prendre des idées à gauche et à droite, ok, c'est une bonne idée, mais en fait, il faut fondamentalement revoir tout le système. Il n'est pas question de juste améliorer ou d'amener une idée. Donc parfois, il vaut mieux tout arrêter et reprendre à zéro. Ben, bien, merci. Alors, on va s'arrêter là. En tout cas, encore merci à Defray, encore merci à Max Bienfait et à tous d'avoir participé pour cette nouvelle expérience. Voilà. Merci à tous, je vous embrasse et à bientôt. Merci, au revoir.